John Antoine No, Les trois amours de Benigno Reyes. Ce matin-là, il parut à Benigno Reyes qu'il s'éveillait non seulement de son long sommeil sans rêve, mais encore d'une torpeur de 15 années qui l'avait rendu indifférent à l'étrangeté des êtres et des choses. De sa fenêtre, il apercevait l'immense rade foraine aux flots verdâtres, un peu jaunis, comme huileux, sous le ciel d'outre-mer intense dont toute la splendeur ne parvenait pas à modifier la teinte morne du grand désert marin, à peine mouvant, sans écume et sans courant perceptible. L'océan Pacifique, partout ailleurs si radieusement céruléen, semble sur plus d'une centaine de lieues, le long de la côte sud-ouest du Pérou et de la portion tropicale du Chili, refléter la tristesse de la terre effroyablement aride et farouche. Tout près de Benigno, un petit quai aux pierres fendillées s'effritait entre deux maisons basses d'un délabrement sinistre. Toits grisâtres crevés par places, vérandas effondrées sur des piliers en arc, volaient à moitié arrachés. Et le plus lugubre, c'était que ces ruines avaient des habitants, d'affligeantes familles au teint de sépia, maladives et déguenillées, dont les enfants ulcéreux et rachitiques somnolaient devant les cases, accroupis dans la poussière et les ordures, ou jetaient des pierres à des chiens inclassables. Des rails luisants, c'était tout ce qui brillait dans le paysage, filaient à peine de perte de vue sur le sol fauve et sec entre deux rangées de poteaux télégraphiques, seule végétation de la contrée, avec un maigre cocotier empanaché de pennes plutôt jaunes, un acacia épineux, vestige d'un square dont les grilles subsistaient, 5 ou 6 cactus raquettes d'un ton de cendre à peine verdi, et 3 aloès monumentaux mais valétudinaires, des aloès mal portants. Un semis de plâtras, de constructions roussâtres ou crayeuses, dessinait tant bien que mal des rues difficilement discernables, vues prises de la fenêtre, et c'était là, dominé par une titanesque muraille de montagnes nues, sauvages et effrayantes, le panorama intégral de Toboadongo, ville maritime du Chili, province du Tarapacá par 19 degrés 30 minutes latitude sud et 72 degrés 39 minutes longitude ouest, conquise sur le Pérou en 1878. Saline, dépôt de cuivre, nitre, 5900 habitants, pour parler comme les dictionnaires de géographie commerciale. Benito Reyes regarda un moment l'appareillage d'un voilier d'épins, rouillé, gondolé, aussi galeux et lépreux que le décor terrestre. Il envia les 14 ou 15 privilégiés, capitaine et équipage, qui se confiaient à sa charpente dangereuse pour fuir d'abominables régions désolées, et leur souhaita dans son cœur bon voyage et bonne arrivée. C'eût été vraiment trop terrible de se noyer sans avoir revu des terres un peu plus amènes que les plages de la maudite province de Tarapacá. Mais c'était égal, leur sort, quel qu'il fût, demeurerait préférable au sien. Ils avaient de grandes chances à présent de ne pas mourir à Tobogo-Ambongo, tandis que lui... Oh, le charmant séjour que ce Tobogo-Ambongo! Certes, sans compter les assommoirs, on y possédait comme lieu de distraction un bureau télégraphique des mieux montés. On pouvait même téléphoner des messages aussi facétieux qu'inutiles à de joyeux employés logés dans des postes cahutes au beau milieu de pays vagues, où les habitants étaient aussi rares que les arbres. Par contre, il fallait généralement visiter 4 ou 5 magasins avant de découvrir des denrées médiocrement comestibles. L'unique boulanger n'avait pas toujours assez de farine pour faire du pain pour tout le monde,
et les approvisionnements de riz et de maïs étaient limités. Le boucher ne tuait que les jours où les vapeurs de la Great Inca and Patagonian Company débarquaient pour son compte 2 ou 3 veaux monstrueux, tout en pâte et en côte, fallacieusement qualifiés de bœuf, ou d'attendrissants petits moutons à mine d'enfants poitrinaires. Et si l'on découvrait assez facilement, de temps à autre, chez l'épicier, teinturier ou chez le restaurateur pharmacien, d'épais carrés de morue bien jaunes, rigides comme la femme de Lot, et pour la même raison, on ne voyait pas une barque de pêcheurs sur la mer, pourtant follement poissonneuse. Des légumes, oh, il n'y en avait que sur les planches coloriées de quelques bons ouvrages de botanique enfouis dans la bibliothèque du seigneur Cura. Mais en revanche abondaient sur le marché de jolis morceaux de cuir de basane, connus sous le nom flatteur de tasajo, certains colosses munis d'estomac et de tôle ou de platine se vantaient, en exagérant un peu, d'avoir digéré de ces tiges de bottes au moins 3 fois dans leur vie, après quelques heures de combat. Les jours de spleen, on avait la ressource de faire pas mal de lieues dans la campagne, sur la plateforme du tramway électrique de système ultra perfectionné qui circulait depuis un point sans nom, dont la population consistait en un factionnaire gratifié d'une guérite à claire-voie jusqu'à la station del Gran Libertador, moins triste, puisqu'à défaut de tout abri humain, on y voyait encore les fondations d'un ancien magasin salpêtre, et que de hardis spéculateurs avaient eu jadis l'intention d'y construire un casino. Oh, ils avaient eu bien soin de ne rien bâtir du tout, après y avoir mieux réfléchi, mais une personne d'imagination moyenne pouvait toujours passer quelques minutes agréables à se figurer la somme d'animation et de gaieté qu'aurait fourni un Cursal édifié en un pareil endroit. Cependant, la compagnie du tramway Limited faisait mal ses affaires, bien qu'une excursion en l'un de ces cars offrit tout autant d'intérêt, grâce à la variété des sites, qu'une promenade sur une table de cuisine passée à l'ocre et indéfiniment prolongée. Ah, il y avait aussi un chemin de fer qui pouvait un jour ou l'autre, d'après les projets de ces entrepreneurs, réunir Toboadongo à divers grands centres de la Bolivie. Mais la gare seule était terminée, les travaux ayant dû prendre fin le jour où la société du Ferrocarril Internacional Suramericano avait reçu la désastreuse nouvelle du naufrage de sa locomotive, coulée à pic dans le détroit de Magellan avec le steamer qui la portait. Il y avait de plus les parlottes chez le pharmacien, le club instantané installé dans la fameuse gare, un club où les cartes tachaient les doigts et où l'on se trouvait à boire que de l'eau de vie de Pisco. Un club où, sur 12 membres, 10 étaient pour la plupart du temps malades ou en voyage. L'hôtel belge où l'on mangeait du homard conservé. Il y avait encore, mais Benigno trouvait tout cela parfaitement insuffisant, surtout ce matin-là où la tristesse le reprenait à la gorge aussi furieusement que le jour de son arrivée, après 15 ans d'un engourdissement qui ne s'expliquait plus. Il importe de dire que Reyes était un calme canadien du Puerto de la Rotrova dans l'île de Tenerife, généralement un peu plus imaginatif et réfléchi qu'une bulle de son pays natal. Du moment qu'il gagnait sa vie, le milieu ne lui importait guère, et avant de se fixer à Toboadongo, il avait déjà pérégriné quelque peu à la recherche, non point d'une position lucrative, mais tout simplement de maigres gages, permettant des festins de soupe et de gofio, plus le luxe d'une très petite tirelire.
Ses passages sur les bateaux, il les avait toujours payés sans travail. Fils de bourgeois ruinés, pourvu d'une instruction décente, il s'était vu obligé de se faire ouvrier pour vivre et d'émigrer en conséquence. La furibonde vanité de ses parents, ne l'ayant jamais autorisé à exercer une profession vile sur le sol qu'il daignait fouler. Successivement, scieur de long, puis trieur de tabac aux environs de la Havane, plâtrier à Caracas, chauffeur sur la voie ferrée de Colón à Panama et charpentier à bord d'une goélette équatorienne, il avait été débarqué dans une perra chica à Toboandongo par le capitaine Irigoyenechea du port de Guayaquil, le vilain soir où ce navigateur, plus ivre qu'à l'ordinaire, s'était aperçu que la présence d'un marin étranger déshonorait la vieille carcasse de son navire. Et dans l'atroce bourgade chilienne, la chance souriait enfin à Benigno Reyes. De garçon d'auberge, il devenait commis de négociant, plus tard négociant lui-même, et spéculait aujourd'hui sur les nitres sans trop de maladresse. Sa petite maison était l'une des demeures confortables de Toboagongo. Tout est relatif. Il figurait sur la liste des 3 membres de la chambre de commerce locale et pouvait rémunérer les services d'une vieille bonne indienne et d'une espèce de vache écuivrée à face patibulaire qui pensait un cheval poussif que l'on sortait le moins possible et, faisant les commissions, ou pour mieux dire, se traînait lentement d'une boutique de fournisseur à une autre, se vautrant des heures le long du premier mur venu. Ses quelques amis buvaient parfois chez lui de la bière hambourgeoise, fabriquée à New York, et y fumaient au grand jour des puros de la Havane, importés de Huánuco. On avait vu sur sa table un soir de réveillon ces choses invraisemblables. Une boîte de galantine, la seule qui fût jamais parvenue jusqu'au rivage de Tarapacá, sans doute à la suite d'une erreur, des fruits confits et une douzaine de harengs sourds. Aussi Benigno Reyes prenait-il de coutume la vie comme elle venait, sinon très joyeux, du moins insensible aux horreurs ambiantes. N'avait-il pas conquis une situation inespérée? Sa minuscule tirelire s'était muée en coffre-fort de taille moyenne, et s'il pouvait un jour faire rentrer ce qu'on lui devait, ne lui aurait-il pas loisible de regagner son archipel dans une bonne cabine de paquebot, d'aller redorer la vieillesse de ses parents, et s'installer dans une petite finca payée de ses quartos, à l'ombre des dattiers et des pêchers durazeros. Mais ce matin-là, il venait de se rappeler qu'il avait atteint ses 40 ans dans la nuit, en tenant compte de la différence des longitudes. Il était l'un des rares Canariens qui sussent le jour et l'heure de leur naissance. Et tout à coup, il était pris d'une colère froide mais féroce contre sa destinée. Avait-il vraiment joui d'un seul des rares bonheurs de la vie? Il s'était toujours vu travaillant et travaillant encore, sans autre plaisir que les plus grossiers, dépourvu de toute réelle affection. À peine avait eu le temps de connaître les beaux, les fameux rêves de jeunesse. Et lequel de ces rêves s'était réalisé? Oui, oh, il possédait 4 sous, c'était entendu, mais après? Avait-il eu jamais la chance de s'amuser une fois, pleinement, franchement, comme on prétendait que tant d'idiots, qui ne le valaient pas, arrivaient à faire avec conscience et régularité? Avait-il rencontré une seule femme qui l'eût aimé? Que savait-il des joies sentimentales ou intellectuelles, ou de quelque joie que ce fût du reste? Ah, la belle vie que la sienne!
D'abord l'errance forcée, alors qu'il était de goût sédentaire, et l'errance avec tout un cortège de misère, de mauvaise fièvre, de privation. Puis la prospérité à Toboadongo, dans un milieu de crétins, d'avachis ou de filous tolérés, incapables d'une idée qui ne se put monnayer, dans un décor de masures croulantes, peuplé d'êtres de cauchemars, sous les rutilances d'un soleil splendide, qui n'illuminait qu'un funèbre et infect paysage, couleur de guano. Reyes quitta la fenêtre, qu'il referma d'un coup de pied. Brutalité inconcevable de la part de ce flegmatique. Eh bien, tant pis, il ne casserait toujours pas de carreaux, puisque dans ce divin pays, on remplaçait les cristales par des jalousies à lamelles de bois mobile, manœuvrées par un jeu de ficelles et de clous. Il eut envie de se recoucher, d'annihiler pour des semaines en tenant les yeux fermés esta porqueria de Chile. Mais comme il regagnait son lit, son catre à somnier de peau de bœuf, son regard fut attiré par le petit rectangle blanc et noir du bloc calendrier d'où il avait, comme toujours, arraché un feuillet la veille au soir, après la dernière cigarette, à la minute où il allait éteindre sa bougie et se couler dans ses draps. Espèce d'animal, grommela-t-il, puisque t'as été capable de te souvenir de la date à laquelle tu prends tes années, mais comment n'as-tu pas eu l'instinct de te dire que le jour suivant, le 15, était jour de paquebot? Et tu te crois un commerçant. Oh, il est vrai que pour le courrier que tu as expédié cette fois, pleine morte saison. Après s'être fâché, il s'égaya, clignant de l'œil malignement du côté de l'horizon, la fenêtre ouverte avec tendresse cette fois, et murmurant d'un air bonhomme: on va se la souhaiter, sa petite fête. Quelle ressource que ces capharnaüm de paquebots. Il y a de tout à bord, de tout. Enfin, c'est déjà bien gentil ce qu'il y a. Il avait raison de reprendre sa bonne humeur. C'était un gros événement, et un événement agréable, que l'arrivée des steamers, qui 2 fois par mois, l'un remontant de Valparaiso et escale, l'autre descendant de Panama en touchant à tous les ports de la côte, venaient visiter la gracieuse et plaisante rade foraine de Toboadongo. Tout le littoral, d'Esmeraldas à Lota, plus spécialement l'interminable région rousse et maudite comprise entre les Chinchas et la Caldera, comptait les jours et même les heures à partir des sorties jusqu'aux entrées des bienheureux vapeurs. Toute la population, sourée par le soleil et rongée par l'ennui des Talapargas et des Atacamas, sortait de sa léthargie dès que l'un des Incan Patagonians était signalé. Ceux surtout des célibataires à leur aise, hijos del país ou étrangers dont les piastres avaient besoin de changer d'air, se distinguaient par leurs allures frétillantes et leur rage un peu comique d'aller canoter sur rade à la rencontre du paquebot. Lassés des eaux de vie du Pérou, des nourritures invraisemblables ingérées pendant 15 jours, et, disons-le aussi, des rares maritones indiennes dont la laideur n'eût pas préservé de leur entreprise la très relative vertu, ils ne mettaient pas des heures à prendre le Patagone à l'abordage, car chacun des vapeurs de cette ligne maritime qui desservait la longue côte occidentale du Sud-Amérique était, pour la plus grande indignation des passagères bourgeoises perspicaces, pour le plus intense dégoût des capitaines et officiers, et pour la plus complète joie du riche conseil d'administration de la compagnie, à la fois un restaurant flottant, un café, un magasin, une sorte d'assez convenable bateau de fleurs.
embarquées sur ces steamers pour des périodes variables, de fines liméniennes dont les visages de camées aux fières courbes délicates s'éclairaient de prunelles de flamme, des guayaquilaises bronzées d'un charme sauvage, de pâles grasses et douces talcahuaniennes, des filles de l'isthme languides et ocreuses, aux chevelures bleues, de jolies et vives mexicaines dorées de soleil et même de brusques de rauques et de charmeuses. Espagnoles du vieux monde, hanches folles, yeux fous, sèches crinières folles d'un brun fauve, promenaient leurs boudoirs étroits mais confortables sur l'océan, le long des puissantes bosses et des courbes rentrantes du massif demi-continent, de forme, on dirait, triste. Chapitre 2. Dès que fut arboré sur le tas de boue durci, connu sous le nom de Fort Independencia, le drapeau rouge et blanc qui annonçait les paquets, Reyes, qui demeurait en face du wharf, n'eut que 20 pas à faire pour sauter dans une lancha manœuvrée par 2 rameurs plus vilains et plus jaunes que la jalousie. Mais, chose étrange, au moment même où il courait au-devant du Patagone venant de Panama y Escalas, avec un plein chargement de costumes tout faits de journaux, de lingerie et de parfumerie, de bétail vivant ou cuisiné, de farine, de champagne, vermouth, absinthe et de dames bienveillantes, l'obsession repoussée mais tenace d'un paysage de vieil archipel africain, brillant d'un soleil plus aimable que l'astre Inca, tissait autour de lui ses fils blonds, verts et lumineux. Il n'était pourtant pas sujet aux hallucinations, le Benigno Reyes, mais tandis qu'à sa droite et à sa gauche, devant lui et derrière lui, glissaient ou voletaient des luisances vivement mordorées sur de hideux flots couleur de purée de pois, le sol de sa vallée natale de La Orotava se substituait aux vagues. Et il n'avait plus du tout nolisé une barque, mais bien un carro, une charrette canarienne, traînée par 3 mules. Il se moquait bien de toutes les compagnies de navigation du monde entier, puisqu'il revenait d'une paranda, d'une petite fête organisée entre amis dans la fonda de Carmen González, près du bourg de la Victoria. Il était charmant, ce petit hôtel de campagne, niché dans les palmas canarienses, trapu aux peines de drues luisantes, avec son escalier extérieur tout enguirlandé de bignonias aux fleurs de corail ambrées, couvert d'un toit léger d'autres enredaderas lilas et blanches. Mais on y avait fait une noce plutôt médiocre, en dépit du malvasia de bonne qualité. Et lui, Benigno, âgé de 18 ans, entraîné là un peu contre son gré, s'était lugubrement ennuyé, poursuivi par l'image de Pepa Ramos, qui ne pourrait sans doute pas voir ce jour-là, grâce à ses ivrognes de camarades. De plus, il avait la certitude de refaire le soir même connaissance avec la canne de son père, caballero de mœurs nobles et hypocrite, grand ennemi de ses petites expéditions. Mais l'air était si tiède, les calices blancs des bomberos exhalaient sur la route une douceur florale si paradisiaquement suave et comme gaie, que Benigno se remettait peu à peu de ses inquiétudes, oubliant ses gredins de compagnons endormis au fond du carreau comme de fâcheux cochinos qu'ils étaient. Qui savait? Peut-être pourrait-on, malgré tout, arriver au Puerto avant la disparition totale du soleil. Peut-être jouerait-il encore assez de lumière rose dans la rue de Martignanes pour que demeurassent discernables les cruels yeux noirs, les frisettes châtaines et les 2 affriolants arcs rouges de la bouche de Pépa, qui guetterait de son postigo la mort du jour. Elle n'était pas sa novia, cette Pépa,
Elle semblait même ignorer absolument son existence, ayant déjà été courtisée par d'autres personnages qu'un fils d'infime bourgeois vaniteux. Elle avait au bas mot 2 ans de moins que lui, mais paraissait une vraie petite femme, petite au pas de taille, tandis qu'on le considérait, lui non sans quelque raison, comme un blanc-bec. Il n'avait jamais parlé à la jolie fille et n'ignorait pas que, selon toute vraisemblance, elle n'était pas faite pour lui. Mais il aimait terriblement à se griser du sourire vague qu'elle ne lui adressait pas, du regard tendre et fier qui ne lui était pas destiné. Souvent, il avait osé passer, en marchant très doucement, tout près du postigo, sur le trottoir étroit qui longeait la maison de Pépa, et comme la belle Nina ne s'occupait guère de lui, perdu sans doute dans un songe où il était certes indigne de figurer, il avait pu la contempler presque à son aise. Elle avait un teint de roseté, de très claire roseté, à peine ambrée, qu'avivait un peu de faible transparence incarnadine, un petit grain de beauté d'un velours très noir, qui, placé près de la bouche, en faisait ressortir la fraîcheur, et de sombres sourcils, une idée retombante, seracinée et fournie, dont la courbe à la fois douce et autoritaire le troublait jusqu'au fond de l'âme. Il ressentait de furibondes envies de lui parler, mais bien que le père Ramos fût peu estimé, car on prêtait à sa fortune les origines les moins honorables, il était certain que sa fille eût été médiocrement flattée des hommages d'un señorito d'élégance douteuse et d'avenir aléatoire. Oui, après tout, il n'était pas si tard et les mules marchaient bon train, mais il y avait encore de l'espoir. Le soleil ne se coucherait pas avant 1 heure et demie, et l'on dépassait déjà la Farolla. Des maisonnettes blanches ou jaunâtres filaient sur le côté de la route, dont l'autre bord dominait de plus en plus de 200 mètres l'océan bleu pailleté d'éclats de topaze. Là-haut, sur la montagne rougeâtre et rousse, s'étageaient des palmiers, des vignes, de petits bois sombres de lauriers et de bretzos. En bas, quelques voiles neigeuses mouchetaient l'eau éclatante. Au loin, 2 longues et hautes crêtes de l'île de la Palmar s'estompaient d'indigo sur l'horizon clair. À un coude de la grande route, toute la vallée de la Orlotova apparut, comme une immense coupe à moitié pleine d'une mousse verte de végétation veloutée, d'où émergeaient les 2 noires montañetas volcaniques de Chavez et de las Arenas, la première piquetée de grains de chaux qui étaient des villages. Des ruisseaux et des bassins miroitaient dans la verdure, où s'éparpillait un semis de petites maisons multicolores, pareilles à des touffes de fleurs. Sur une pente glissaient les boulis crayeux des maisons de la villa. Dépassant les puissants éperons et les cimes de sierras sombres, le pic de Teide semblait une énorme tente brune et fauve, frottée de poudre d'or et juchée en plein ciel. Du parapet de la route à la plage lointaine, fluaient, roulaient, paraissaient bondir comme des torrents d'émeraude, les masses vertes et luisantes des plantations de bananiers nains. Mais comme on allait vite, c'était déjà le ramal de la villa, et tout de suite après, la palmita, une grande quinta aux frais revêtements de bois ajourés, perdue dans les odorants massifs d'Ypres chantant de volières. La carretera, maintenant, avait l'air d'une large allée de parc toute bordée de géraniums rouges, poussant à l'état sauvage, d'hibiscus à calices, sanglants comme des gueules de fabuleux serpents d'où seraient sortis de minces dards en chenilles jaunes, de cococas bleu pâle, d'arbustes résineux à fleurs violettes, de flamboyants de feu et de pourpre sous la voûte mouvante de grands eucalyptus. L'hôtel Tauro, sur sa colline ondante de montueux et profonds jardins,
montrait ses toits de tuiles corallines entre les frondaisons séveuses, frissonnantes de vie. Et après avoir descendu les cabezas, dont il reconnaissait l'une après l'autre toutes les cases, avec la physionomie que leur donnaient leurs fenêtres, leurs recrépissements, leurs moindres lézardes, Benigno se trouvait en plein port, dans la rue de Maltianes, rose de soleil couchant, en face de la maison de Pepa Ramos. Tout avait défilé devant lui comme dans un polyorama. Mais Pepa n'était pas seul. Un grand garçon prétentieusement vêtu, bagué comme un hindou, appuyé sur un gros jonc souple qui décrivait un arc, campé dans une pose qu'il jugeait avantageuse, une épaule remontée, une hanche ressortie, la main libre posée sur cette hanche et le bras en anse d'amphore, faisait le joli cœur devant la fenêtre. La jeune fille lui disait quelques mots en lui désignant Benigno. L'élégant se retournait, toisait le nouveau venu, et partait d'un éclat de rire auquel répondait le rire perlé de Pepa, un rire méchant, féroce et délicieusement musical, qui déchirait le cœur de l'infortuné Reyes, en même temps qu'il lui brisait les bras et les jambes, lui laissant tout juste la force de se retirer à très petits pas de vieillard accablé, alors qu'il eût voulu bondir à la gorge de l'insolent, ou tout au moins s'enfuir vite, vite et loin, pour échapper à jamais au regard des deux abominables moqueurs dont il ne pourrait plus, il le sentait, ou le croyait bien, rencontrer les yeux sans mourir à moitié de honte et de fureur. De fureur rentrée, car l'odieux fantoche qui venait de lui faire une inoubliable injure était un peso mayor buena finca, rejeton de l'omnipotent banquier, créancier de toute la province des Canaries. Et si l'offensé voulait voir à ses trousses la police des 7 îles fortunées, il n'avait qu'à s'attaquer à celui-là. Cette scène, courte mais affreuse, tout en lui inspirant sur le moment une sorte de haine contre la séduisante Nina, lui révélait avec clarté ce qu'il n'avait fait que soupçonner jusque-là, sans vouloir se l'avouer à lui-même. Non seulement il avait aimé cette Pepa d'un amour idéalisant, magnifiant, qui était depuis quelques mois le parfum et la poésie de son existence, mais encore il la désirait avec une sauvage envie de martyriser ses délicates chairs d'irritante orgueilleuse. Avant de venir admirer chaque jour devant la fenêtre son visage d'une exquise et barbare beauté, encadré par le postigo, il avait rencontré plusieurs fois la superbe fille dans des verbenas, son corps élancé mais richement développé, aux formes finement plantureuses, moulé dans des robes justes et balancé par la marche ou la danse en un ménéo ultra sévillant. Maintenant surtout, il était hanté du rêve de l'attaquer, de l'étreindre, de la faire crier, de la violer, de la souiller brutalement avec délice. Cette obsession, devenue trop forte et peut-être aussi dangereuse par ses suites probables pour les siens que pour lui-même, l'avait, autant que la misère menaçante, déterminé à s'exiler. Mais que lui voulaient ces visions vieilles de 22 ans, non pas oubliées, mais atténuées, estompées, d'ordinaire au point qu'il n'apercevait, n'éprouvait plus rien que de confus en évoquant le passé. Il n'était jamais, certes, bien longtemps sans penser à ces îles, seule terre où l'on put, selon lui, jouir d'une vie normale et complète, mais généralement il n'en revoyait pour ainsi dire qu'un tableau à la fois, poétisé par la distance, bien entendu, mais aussi réduit à la condition d'image presque irréelle. Aujourd'hui, tout l'est de la vallée avait repassé sous ses yeux, avec le détail de ses vivantes végétations, son mouvement de carrosses cahotants, d'ânes et de mules, aux cavaliers rustiques et déguenillés, de vieux mendiants, de fortes filles débraillées,
à foulard jaune ou noir, recouvert ou non de carnavalesques petits chapeaux de paille masculins, dont les bords étroits se retroussaient. Avec ses horizons ou ses talus, le relief et la couleur de sa route, les sourires ou les grimaces de ses maisons. Que signifiait encore cette reproduction, minutieuse jusqu'à la sottise, d'une scène dont il avait réussi depuis longtemps à chasser le souvenir, dont il s'était évertué à détruire en quelque sorte l'existence momentanée, dont il était aussi fantastiquement impossible d'attendre la réapparition qu'il eût été fou et imbécile de dire « Je vais tirer une jolie épreuve bien soignée de ce cliché photographique, si consciencieusement pulvérisé par les talons de mes bottes. » Était-ce un présage? Et de quoi? Charmante absurdité. Benigno se reprit tout à fait et regarda l'heure à sa montre. Il y avait exactement 10 minutes qu'il s'était embarqué dans le canot de Gundemaro Caracoles avec la ferme résolution d'aller se refaire, après des jeunes de toute espèce, à bord d'un bienheureux Patagone encore invisible. Et ces 600 secondes, il avait revécu en détail 3 ou 4 heures des plus cruellement décisives de sa vie. Cela devait pourtant avoir un sens. Un malheur l'attendait-il à bord? Ou alors pourquoi ces choses l'assaillaient-elles? Lui, un homme sans imagination. Et il avait, de coutume, un beau mépris pour les gens qui se font des idées. Qu'allait-il arriver, Genus Midios? Et rien du tout, idiot, brute. On mangeait si mal dans cette horreur de pays qu'au bout de 15 ans de régime, on pouvait bien avoir une fois des vertiges par suite de débilité d'estomac, d'anémie. Sans aucun doute, il était trop content d'aller se lester légèrement et se divertir, et sa joie lui montait à la tête. L'un des indios canotiers, tannés ou verdâtres, à tête de grenouille mourante ou de tortue hors d'âge, poussa un assez hideux grognement. « Mire usted el vapor !» Et de fait, on apercevait très loin sur l'eau une espèce de minuscule bouchon noirci, planté d'allumettes charbonneuses, le tout surmonté d'une bouffée de fumée âtre. Benigno éprouva la sensation d'un voyageur qui s'est approché du buffet après avoir roulé toute la nuit dans un train de chemin de fer. Bueno, bueno, on allait rire. Dès que l'on aurait un peu réconforté un petit déjeuner fin, où il y aurait du vrai bœuf, des légumes indemnes de goût de fer blanc, du champagne de 9e marque et des ananas de Guayaquil, ou de plus loin, il allait un peu oublier la señora Peparamos en compagnie de quelques bonnes personnes moins nigaudes que cette fâcheuse pain-bêche, et à coup sûr beaucoup plus élégante d'après son esthétique de Sud-Américain. Oui, il la mettrait un peu à la porte de sa mémoire, cette Pépa, en compagnie de 2 autres du reste qui ne valaient guère mieux qu'elle. Et tandis que le steamer grossissait tout doucement, s'allongeait, prenait forme, il eut une nouvelle absence. Oui, se dit-il après cet effroyable début en amour, j'ai rencontré un certain nombre de femmes qui m'ont plus ou moins intéressé pour une raison ou pour une autre. Mais 2 seulement ont fait une assez profonde impression sur moi. Et il songea d'abord à cette Rosa Hueracocha qui avait naguère passé quelques mois à Toboadongo, mais avait abandonné la côte de Taparapaca, rebutée par la désolante tristesse de la bourgade chilienne et de ses alentours. Une robuste et superbe chola d'Iquitos, professionnellement galante, un peu trop brune et massive, mais de formes admirablement moulées,
d'une lasciveté presque comique à force d'être débordante. Benigno avait passé avec elle de trop rares heures d'ivresse charnelle que ne troublait jamais l'ombre d'un autre sentiment. Une splendide brute, ni plus ni moins, stupide, violente, saoule du reste 7 fois par semaine. Quel contraste s'il comparait cette magnifique sauvagesse à une autre femme qu'il aimait presque, oui, et qu'il aimerait peut-être un jour, tout à fait, en dépit d'il ne savait quelle inquiétude, toujours éprouvée en sa présence. Celle-là, bien qu'elle appartînt à la même race que la Huiracocha, semblait sortie d'une autre planète. Une femme, ou bien plutôt une petite idole, une statuette de vieil or, où ne vivaient que des yeux très profonds. Elle venait de la haute vallée froide, mystérieuse et fleurie de Huasco, l'ancienne capitale de Chamahuacalpa. Il courait des histoires assez ridicules sur ses parents, deux vieux indios de race presque pure, ratatinés au teint de tabac sec. Le père, toujours coiffé d'un énorme jipigapa, on ne lui avait pas vu retirer les gamins du pays, prétendait qu'il dormait avec. Bougon, maussade, sournois, ne répondant à ses interlocuteurs que par des monosyllabes illustrés de terrifiantes grimaces. Et la mère, à la fois guenuche et perruche, criarde, insolente, combative, capable de guetter 8 jours de suite un enfant qui avait arrosé sa porte ou tiré sa sonnette, unique dans le pays, capable de guetter 8 jours de suite ce délinquant à seule fin de l'assommer à coups de balai ou de lui verser de sa fenêtre sur la tête un seau d'eau glacée. Et le contenant suivait toujours le contenu. Tant pis s'il y avait des bosses au métal ou au crâne. Il eût été fort raisonnable de conjecturer, d'après la simple mine du vieux séché, qu'il avait joué quelque vilain tour au tiroir-caisse de sa patrie, et songé à temps que les frontières étaient faites pour être passées en cas de danger. Mais non, les habitants du littoral de Tarapacá n'aimaient pas des explications et naïves. Ils voulaient à toute force que ce bonhomme en pain d'épices et la vieille sorcière qui lui tenait ou lui avait tenu lieu de femme possédassent l'un et l'autre le droit absolu de s'enfoncer jusque sur les oreilles et la couronne des fils du soleil, s'ils avaient jamais la chance invraisemblable de remettre la main sur cet objet somptuaire, une couronne vieille de 400 ans et très probablement fabriquée en plumes. Leur popularité, affirmait-on, avait inspiré au sieur Cayetano Bolacho, président d'une république voisine et jadis intermittent général de division, une terreur de la force nominale ou effective de quelques 500 diables. Et selon les Taboadonguais, le potentat constitutionnel et militaire aux chamarrures à éclipse avait si vilainement traqué Dom Prudencio et Doña Primitiva Mailinca, et s'était vengé de ses transes en les faisant, à tant de reprises, empoisonner à moitié ou fusiller aux 3/4, que le couple boucané avait dû se réfugier à l'ombre du drapeau chilien, plus ou moins solidement planté sur cette côte jadis péruvienne. Ils avaient amené avec eux leur fille Soledad, dont ils avaient promis la main à l'empereur du Brésil, d'ailleurs marié, voire grand-père, mais cela ne faisait rien. Le jour où cette union serait célébrée, Bolacho pouvait boutonner ses guêtres et prendre sa canne. On l'aurait assez vu dans la capitale. Reyes, un peu mieux informé que la plupart de ses concitoyens, n'ignorait pas que Don Prudencio, riche mais peu dépensier, serait ravi de voir sa fille épouser un explorateur de Nitre ou un consignataire quelconque, du moment que ce négociant, de bonne composition et bien dans ses affaires, consentirait à ne pas arracher la petite idole à la tendresse sentimentale de ses parents,
et à se charger de toutes les dépenses de la famille. Dona Primitiva lui avait même fait de très euphémiques et discrètes ouvertures à ce sujet. Mais Reyes demeurait hésitant. Il éprouvait pour Soledad, toute menue et fillette malgré ses 20 ans sonnés, une sorte d'affection très douce et très craintive, une sorte d'adoration nerveuse, que ne rassurait pas, bien au contraire, le sourire assez cruel de la petite et les flammes sombres de ses yeux, d'expression farouche en dépit de leur lustre velouté, sous leurs cils lourds d'un noir chaud et brillant. Le parfum subtil et intense qui émanait de tout l'être délicat de la menue indienne l'exaltait comme de tristesses héroïques et douloureusement suaves. Il eût dit parfois qu'il était enivré d'elle, et pourtant il se croyait certain de l'aimer sans désir défini. Même il s'effrayait à l'idée que l'on pût la traiter comme une femme, la posséder. Une brutalité devait briser tout le charme du mystère de la fine créature, ne laisser à sa place qu'une jolie poupée salie. Il allait jusqu'à s'imaginer, en d'imbéciles rêveries, qu'elle n'était pas de chair vraie et qu'elle n'existait qu'à l'état de symbole. Et il se disait qu'il avait toujours été le même triste amoureux, bizarrement incomplet. Les femmes qu'il avait plus ou moins remuées, et la plupart ne s'étaient guère douté qu'il eût fait la moindre attention à elles, il avait dû, tête et cœur refroidis, sens calmés, les diviser en deux espèces fort distinctes. Les unes n'avaient parlé qu'à son imagination et à sa tendresse, les autres, il s'était borné à les convoiter grossièrement, salement, telles ses propres expressions. Il n'eût jamais songé à obtenir des premières une privauté un peu significative. Quant aux femmes de la seconde catégorie, il ne voyait en elles que des femelles, belles ou non, qu'il attirait de la façon la moins idéale. Tout disparaissait devant leur sexe, et dépendance, encore une de ces aimables façons de s'exprimer. Une seule demeurait en dehors de sa classification, Pépa, la Pépa d'antan, la méchante railleuse, à laquelle il pardonnait maintenant. Pépa, sa Pépa, ah, celle-là. Il eût voulu à ses pieds balbutier comme un enfant sous la blancheur des étoiles moins pures que tel rêve qu'elle aspirait, mais tout de suite après la prendre sauvagement, avec furie, la dévorer d'abominables caresses. Il n'avait connu, ne connaîtrait jamais qu'un seul amour complet, Pépa. Mais brute, pensa-t-il, tu as gâté par des divagations baroques une belle journée de saine joie animale. Elle est loin, ta fameuse Pépa, sans doute grosse comme une tour à l'heure qu'il est, et comme une tour croulante encore. Elle a dû épouser il y a longtemps quelque agréable macaque de sang bleu, mais avarié, dont la laideur s'adoucit d'un joli reflet de millions. C'est une de ces aristocratiques dondons qui se gavent de dulces, ont un faible pour le Gérès et la Malvoisie et dorment après leur repas avec un gros chien puceux sur les genoux. Elle reçoit des visites de chanoines nonagénaires et de vieilles dames à mantilles qui portent un petit crachoir à couvercle et une seringue dans leur ridicule. 2 fois par an, on le voit jouir de la grande ville de Santa Cruz, voit au théâtre municipal une reprise de pièces du temps de Pélage, à la Plaza une course de fontaines fantômes bovins brouillés avec les bouchers, revient au Puerto, à la villa de la Orotava, dans une voiture à ressorts spéciaux, et les chevaux en ont pour un mois à se remettre de l'avoir traîné aller-retour. Après cela, elle se purge et renouvelle sa provision de Malvoisie. Mais encore une fois, que signifiait cette vision si claire, inquiétante d'honnêteté, qu'il avait si fort troublé tout à l'heure?
cette réapparition trop lumineuse de toute la côte ouest de Tenerife, non pas oubliée, mais habituellement tout embrumée dans sa mémoire. D'ailleurs, voici que l'odieux passé allait disparaître, caché, barré par cette grosse coque noire qui s'avançait droite sur l'eau, toute proche à présent, cette grosse masse d'une laideur un peu inquiétante, mais qui apportait de la joie sûre et facile. La barque de Benigno s'arrêta, stagna sur les lentes vagues huileuses, bientôt rejointe par une petite flottille de canots de gabarits variés, chargés d'une douzaine de blancs ou de métis clairs redingotes fourbies, adonisées, qui gourmandaient leurs rameurs en hurlant, pressés d'arriver. Il y avait même quelques bottes d'indiens venus en curieux, tout réjouis les bonnes âmes à l'idée de voir bientôt monter à bord du Patagone de fortunés mortels qui allaient s'abuser. Spectacle. Leur altruisme ne les empêchait peut-être pas de songer qu'ils pouvaient avoir quelque vague chance de grimper à l'échelle eux aussi, dès que l'équipage manœuvrerait les treuils pour débarquer les marchandises dans les chalands. Or, avec de la prudence et de l'agilité, on parvient souvent à faire sa jolie rafle sur un vapeur. Bien des petites choses traînent dans les coins. Il suffit de n'être pas trop myope. Ils attendaient donc placidement la minute favorable. Le lourd steamer fit une évolution qui le pencha un peu du côté de la flottille. Apparurent ses roufs de bois vernis aux vitres joujoux, sa passerelle piétinée par des officiers galonnés, beaux d'importance, et tout son pont d'un blanc rose avec ses dômes et ses filins lovés. Peu de passagers appuyés sur la lisse. Tant pis, il y avait de la passagère et de la bonne espèce dans le salon des premières et dans les cabines. Le Patagon, qui s'appelait le Tumacobamba, ainsi qu'en faisait foi son tableau d'arrière, il était filleul d'une charmante et paludéenne localité voisine de Guayaquil. Le Patagon éructa un tonitruant beuglement, agrémenté d'un énorme panache de fumée blanche qui s'irisa au soleil tropical. L'échelle de commandement s'abattit le long du bord. Les canots se jetèrent sur leur grosse proie d'une volée de rames, et Benigno ne fut pas le dernier à parvenir sur le pont de la gigantesque boutique flottante. Chapitre 3. Malgré la largeur du paquebot, le salon Comédore, très long, était relativement étroit, la compagnie ayant gracieusement prodigué l'espace aux cabines. Toutefois, on avait encore ses coudées franches dans ce restaurant où se prélassait une table babylonienne, toute neigeuse de linge damassé, prismatique de cristaux et chargée d'égayantes victuailles. Reyes, tatillon et satisfait, eut bien le temps de choisir sa place, ni trop près ni trop loin de la descente qui donnait passage à toutes les brises de la rade, en face d'une pyramide de chasselas de la Concepción. Il échangea quelques poignées de main avec les survenants tobudonguais qui s'installaient en habitués et se plongea dans la lecture attrayante du menu. Et bientôt tinta dans le Comédore une réjouissante musique de fourchettes, de cuillères et de couteaux. Le Toboadonga, élégant, se consolait des sinistres pâtés de la quinzaine. Avertis par ce petit concert, des dames d'allure peut-être un peu trop digne et maniérée, de styles divers, mais toutes somptueusement attifées et flagrantes de parfums capiteux, quelques-unes peintes et même stuquées avec goût, sortirent une à une de leur cabine. Elles se mirent à table discrètement mais bien en vue, commandèrent leur déjeuner aux camarades sans éclat de voix, mais du ton résolu de femmes exagérément distinguées, habituées à être vite et bien servies,
et commencèrent à manger avec de petites mines de créatures éthérées. Bientôt elles se lassèrent d'efforts si matériels, levèrent les yeux, sans doute pour chercher le ciel, et ne découvrirent que les panneaux relevés de la claire-voie et la tente beige protégeant le pont. Alors elles rabaissèrent leurs regards désappointés et s'aperçurent de la présence des caballeros étrangers. Tous leurs anciens rêves d'adolescentes durent être réalisés du coup, bien certainement, car elles ne purent s'empêcher de couler de longues et involontaires œillades pleines de fières réserves et de passions tristes dans la direction de chacun des nouveaux venus. Trop évidemment, toutes les aimèrent tous, et avec quelle sombre violence. Mais il fut également clair qu'elles mourraient plutôt que de parler les premières. Il fallut bien que les caballeros vinssent à leur secours. L'humanité le commandait aussi bien que la galanterie. Les tendres colombes se rassurèrent, et il se forma bientôt des groupes sympathiques. Le mince Percy Ready-Made de la London and Carlow Bank se familiarisait avec une forte métisse équatorienne des plus basanées. Rosendo Rocochea, courtier indigène de Toboadongo, dont l'épiderme avait le poli et la couleur d'un marron d'Inde, s'était pris d'une vive affection pour une santiagaise assez rose. Le gros hambourgeois Clough semblait au mieux avec une criquette panaméricaine de type chinois. Tous, le New-Yorkais Artemus North Little Boy, négociant omnirescibili, l'ex-colonel Trueno des douanes chiliennes, le commandeur Zumalago concessionnaire du Cercle, le docteur Kumersindo Madero, vétérinaire de l'armée, etc., étaient agréablement pourvus. Le majordome, au du bord, écouta sans difficulté quelques décalitres de champagne suisse, de cumel beige et d'anisette rémoise. Peu à peu, les séduisantes dames peintes et leurs cavaliers se retirèrent, des portes de cabine battirent faiblement. D'autres charmeuses inconsolées avaient déjà quitté le Comédore, jugeant qu'elles étaient trop, et Benigno, tout à l'heure si pressé d'atteindre le Zenana flottant, se vit seul à table avec deux fort jolies femmes, d'une imperceptible maturité qui lui faisait face et le dévorait des yeux. Il était dans une assez cruelle indécision, presque également attiré par les deux accueillantes princesses, car si les préférences momentanées l'incitaient à jeter son dévolu sur cette blonde Yankee, article exceptionnellement rare, blanche, grasse, poupine, belle, d'énormes prunelles bleues et d'une carnation florale qui devait très peu de chose à l'art, une voix secrète lui parlait en faveur de sa voisine, une Espagnole de la péninsule, sans doute, en juger par son teint assez clair, sa chevelure brun châtain plutôt que noire et le hardi regard de ses yeux sombres, nullement languissants comme ceux de la plupart des hispano-américaines. Il sentait, sans pouvoir bien s'expliquer son impression encore vague, que celle-ci se révélerait bien plus semblable à son type d'amoureuse. Il y avait en elle, songea-t-il absurdement, un mystère, comment dire, agréable, qu'il était peut-être sur le point de deviner. Les deux femmes continuaient à le dévisager en parlant, pour la forme, de choses insignifiantes. Bien qu'il se fût montré envers elles d'une plus que louable munificence et les eût imbibées de champagne, il paraissait cependant si taciturne, affligé d'une élocution si difficile, qu'elles s'adressaient à peine à lui. Elle commençait à se figurer qu'elles avaient affaire à un monsieur plus vicieux que nature, mais pas fier de lui-même et lent à dévoiler ses vilaines inclinations. Tant mieux, il serait généreux en conséquence.
et tout en papotant, elles évitaient de le troubler par une interpellation trop directe dans sa confection d'une phrase délicate, par laquelle il les initierait à ses petits projets malpropres. Elle croyait le voir venir. Toutefois, comme il tardait vraiment trop, et comme son mutisme et sa physionomie contractée finissaient par leur causer une sorte d'irritation nerveuse à peu près insupportable, elles se concertèrent rapidement en voix basse, et ce fut l'américaine, fille d'une race pudique et riche en circonlocution, qui lui proposa, en termes décents, quelque chose de très vif. Reyes eut une seconde d'éblouissement. Oh, la gamme des chairs pâlement brunes et des chairs blondes, laiteuses, subrosées. Mais, subitement, il fut pris d'une rage de dégoût. Puis une honte qu'il ne ressentait pas pour lui-même, mais bien pour l'une des femmes, une seule. Une honte furieuse et comme glaçante le fit frissonner. Il sut que c'était l'Espagnol qu'il voulait, nul autre, et tout de suite. Sa figure se fit si mauvaise, si menaçante, que la blonde poupine devina sa pensée entière sans la moindre explication, et s'enfuit apeurée, en jetant sa serviette sur la table à toute volée, non sans avoir gratifié Benigno d'une épithète de slang cueillie, à n'en pouvoir douter, dans les jardinets de Five Points ou dans les riches serres de Sin Sin. Reyes demeura seul avec la péninsulaire, point d'interrogation, qui eut un sourire satisfait, un grand sourire blanc, qui fit plus rouges les arcs charnus de sa bouche exquise. Les narines roses palpitèrent légèrement comme d'orgueil. Ses yeux semblèrent s'élargir et prirent l'éclat qu'auraient des diamants noirs s'il y avait de vrais diamants noirs. Et Benigno se félicita lui-même. J'ai bien fait d'écouter la voix. Je n'avais pas compris tout de suite, mais à présent je vois qu'elle ressemble un peu à ma Peppa. Je pourrais donc me faire des illusions. Et le mirage de ce matin avait sa raison d'être. J'étais averti qu'une sorte de reflet de la seule femme aimée venait jusqu'à moi. Et il adressa quelques mots à l'Espagnol, qui se leva, non sans avoir signifié son acquiescement. Con mil amores, avait-elle dit. Benigno en eut un léger haut-le-corps et la regarda quitter son fauteuil, se remettre sur pied d'un coup de rein comme dansant, suivi d'une prompte et souple torsion de la taille et des hanches qu'il crut bien reconnaître. Encore qu'elle parlât espagnol avec un accent neutre qui ne pouvait guère révéler sa province natale, la locution qu'elle venait d'employer était presque exclusivement ténérifienne. Il ne sut s'empêcher de l'interroger. Mais voilà une petite phrase qui me ferait croire que vous êtes islénia. Vous connaissez les Canarias s'écria-t-elle d'un ton vaguement alarmé. Oh, très peu, se hâta de répondre Benigno. J'ai fait jadis escale à Santa Cruz de Tenerife et passé 2 jours dans l'île. Ah, tant mieux, fit-elle involontairement. Elle rougit et se reprit. Je voulais dire que nous sommes si loin de mon pays que je ne vois guère d'inconvénient à vous avouer que je suis Tiner Festival. Ah, de Santa Cruz, de la Laguna, du Puerto. Elle perçut l'hésitation et cette fois devint très pâle, se troubla. Du Puerto? Mais vous me connaissez? Oh non, ce n'est pas possible. Ne me dites pas cela. Mais comment voulez-vous que je vous connaisse, puisque je n'ai jamais été qu'à Santa Cruz? Non, je vous parle du Puerto comme je vous citerai Icône, Guimar ou Granadilla, des noms que j'ai entendus, rien de plus. Mais il était lui-même très ému.
il avait la presque certitude qu'il voyait Peppa devant lui. Et oui, aveugle. Il n'y avait jamais eu deux Peppa dans le Puerto. C'était elle. C'était elle, changée, mais pas comme il l'aurait cru. Les traits demeuraient très semblables à ce qu'ils avaient été jadis. L'expression seule différait. La physionomie avait dû se modifier dans un sens, tandis que ses souvenirs à lui l'altéraient dans un autre. C'était pour cela qu'il ne l'avait pas reconnue tout de suite. C'était Peppa, plus forte, plus grasse, mais non empâtée, incroyablement jeune de ligne pour ses 38 ans. Cette pose de cou, ce port de tête n'avaient pas leur pareil. Le teint roseté s'était ambré un peu tout en restant transparent, mais la bouche n'avait pas varié. Ses arcs rouges délicatement charnus n'avaient rien perdu de leur grâce grisante. La courbe du nez caméen s'était peut-être finement accentuée. Le grain de beauté semblait une idée moins noire qu'avant. Cette fossette s'était légèrement comblée, mais le dessin de tout le visage gardait sa fermeté, son style propre. Le seul grand changement s'était passé dans les yeux. Il se fit violence pour ne pas lui crier « Oui, je te connais, mais je t'aime depuis des années, des années. Si je n'ai compté pour rien dans ta vie, tu as tenu une place immense dans la mienne. » Et, assez vilainement, il n'éprouvait aucun chagrin de la chute de la seule femme qui eût incarné toutes ses aspirations amoureuses. Au contraire, et il s'en haïssait, en concevait pour lui-même un mépris violent, sans pouvoir se contraindre à penser avec moins de bassesse. Ah, qu'il eût été s'aviser de dire à la Peppa d'antan une parole insolemment tendre, alors qu'elle jouissait du frais de la lumière nacrée du soir à la fenêtre de sa maison rose. La Nina l'eût fait jeter dans le ruisseau par quelque péon canarien, semblable à la brute indienne qui pensait aujourd'hui un vieux cheval dans certaine écurie de Tobandongo. Qu'elle fût seulement devenue pareille à la grosse Peppa, bien mariée, trop bien rentée, croulante, abrutie et béate imaginée ce matin même, et qu'elle eût eu l'invraisemblable, l'impossible caprice de s'offrir à lui. Oh, la déception aggravée d'incurable dégoût. Dans les circonstances actuelles, au contraire, tout allait le mieux du monde. Elle n'avait aucune envie de se refuser, parbleu, et, conservée par les soins de minutieuse coquetterie, qui exigeait impérieusement sa profession jusqu'à un certain point dégradante, pas si blâmable après tout, s'affirmait Benigno, elle pouvait lui donner tout le bonheur qu'il avait autrefois désiré d'elle. Mais il ne lui dirait rien, ne lui laisserait rien soupçonner. Elle l'avait tant méprisé, si honteusement traité dans le bon temps, qu'il eût été capable de lui faire quelque fâcheuse avanie, même aujourd'hui. Il allait profiter de la situation. Tant pis et tant mieux, après tout, ce n'était qu'une... Mais il ne comprit jamais par la suite comment il avait pu, à la même minute, se sentir le cœur si serré et se délecter si méchamment d'une affreuse joie triomphante et un peu ignoble. Chapitre 4. Il était depuis un moment dans la cabine de Peppa, une cabine spacieuse et presque élégante, et il ne se hâtait plus, retenu peut-être par une dernière délicatesse absurde, ya lo creo. Il voulait, sans rien avouer de ce qui lui était personnel, causer, savoir, et ne se décidait pas à parler. Toutefois, comme il ne pouvait rester éternellement là, debout, l'air embarrassé, tout à coup malheureux, à passer en revue le mobilier, les rideaux grenats, la couchette numérotée, le large divan de velours allemand, les pliants de reps pareils à l'étoffe des rideaux, la toilette de métal émaillée jouant l'ivoire, la natte de manille du plancher, les penderies et la tulipe électrique,
Il passa son bras autour de la taille fine et robuste de la Timmerfenia, s'assit avec elle sur le canapé d'un rembourrage louable, et dit au hasard, la première banalité venue, comptant bien que la chance, les hasards d'un bavardage quelconque, lui fourniraient un prétexte pour la questionner. Il y a longtemps que tu voyages sur ces steamers? Elle le regarda comme avec une petite méfiance dans l'œil, puis reprit une physionomie indifférente et répondit: Oh, ce n'est que la seconde fois que je fais la côte. La première fois, j'avais pris passage sur le Sorlato. Ah, j'ai été alors moins heureux qu'aujourd'hui. Je ne manque jamais l'entrée d'un Patagon et je ne t'ai pas vu. Il essaya de plaisanter. Des occupations professionnelles te retenaient sans doute hors du salon. Je te demande pardon, c'est toi qui m'as paru très occupé. Je t'ai fort bien vu, moi, sans attacher une importance énorme à ta présence, soit dit sans vouloir t'offenser, car tu étais en flirtation avec une jeune personne des plus agréables, et l'intérêt que je porte aux visiteurs est tout professionnel, comme tu le dis si affablement. Alors, tu étais un tobogganais, comme pas les autres, que tu comprends, mais je n'oublie jamais une figure rencontrée. Benigno tressaillit. Il chercha vivement à lire dans les yeux de Pépa le sens de cette dernière phrase. Voulait-elle insinuer? Mais non, l'expression des beaux yeux noirs était si détachée, à peine ironique et encore. Il se moqua intérieurement de sa propre présomption. Pépa s'exagérait un peu la puissance de sa mémoire, c'était tout. Il essaya cependant de l'obliger à trahir son intention, si on en avait une quelqu'une, en lui disant avec une certaine brusquerie: Cette précieuse faculté de reconnaître à première vue les géants les plus indifférents, tu ne dois pas avoir à l'exercer souvent au profit de tes compatriotes. Oh, en effet, riposta-t-elle froidement, les Timberferios sont très rares sur cette côte. Je n'en ai encore rencontré aucun, et le cas échéant, j'esquiverai la reconnaissance, car vraiment à Caracas, j'étais obsédé de visages familiers et narquois, me semblait-il. Ah, tu as habité le Venezuela? Oui, plus de 10 ans. J'étais dans le commerce et j'ai longtemps gagné ma vie. Mais les affaires ont périclité, j'ai dû chercher autre chose. D'abord à la Havane, où les Canariens ne manquent pas non plus, hélas. Ensuite, dans ces régions-ci. Ah oui, je vois que ce n'est pas d'hier que tu as abandonné Tenerife. J'étais toute jeune quand je suis parti de chez moi. Et tu n'as jamais eu l'envie de retourner aux Canaries. Les yeux de Pépa brillèrent de colère, et ce fut avec une singulière énergie qu'elle répondit: Ah non, par exemple, Dios me libre. Oh, j'y ai trop souffert. Mon père avait été riche. Je n'ai jamais su au juste ce qu'il faisait, mais il avait eu de l'argent. Ah, de cela, ça je suis sûr. Pourtant, il est mort ruiné. Il n'a laissé que des dettes. Alors l'individu que je devais épouser s'est conduit avec moi comme un malandrin. Si c'était encore contenté de me laisser là. Mais il a d'abord affecté de vouloir se charger de moi. Tu comprends? Ensuite, il m'a jeté à la rue. J'en ai pris un autre, oui, un autre gredin, qui m'a emmené à la Havane, où il m'a oublié quand il a trouvé une place lucrative dans l'intérieur de l'île. Alors, tu vois, Caracas, puis encore la Havane, enfin cette maudite côte sur ce lupanar à roulis. Allez, tiens, va-t'en me chercher du Rérès. Je ne veux plus parler de cela. Ils burent, et Pépa reprit comme si le colloque n'avait subi aucune interruption. Car tu n'es pas venu pour me confesser, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu attends? Benigno connut désormais dans son existence une demi-heure, une heure, qui sait, délicieuse et presque formidable.
Elle était demeurée bien jeune, Pépa, la farouche et la suave, après tant de malheurs. Oh, le merveilleux corps formé et vibrant, durement et élastiquement plantureux, flagrant de fins et de fauves parfums. Chapitre 5. Il y eut une rumeur assez forte dans le Tumakobamba et le long du bord. Sous le hublot ouvert, des barques filaient avec un bruit de rames plongeantes et éclaboussantes, ce bruit froidement sonore, déchirant, comme suivi d'une plainte soupirée qui se prolonge. Des voix montaient, ricanantes ou querelleuses, rauquements éraillés d'indios alcooliques, impérieuses et insupportables criailleries de blancs intoxiqués, toujours agressifs, pressés, tourmenteurs, et rageusement inquiets, à jeun ou en ribote, grosses plaisanteries et anxieux glapissements de canotiers empêtrés ou ailleurs. Et comme de lourdes sarabandes de pas précipités faisaient un tonnerre sur le pont, il fut évident que le Tumacombamba n'allait pas tarder à aller sur ses chaînes d'encre. Benigno prit Pépa dans ses bras. Elle étreignit avec une violence qui parut la surprendre. Elle le regarda plus fixement que jamais, les yeux dans les yeux, de tout près, puis s'abandonna comme indifférente. Une minute plus tard, Reyes ouvrit brutalement la porte de la cabine comme sous le coup d'une poussée de colère, mais il se retourna vers la belle Tinerfenia et lui dit abruptement, hachant les mots: veux-tu que je te libère de ce que tu peux devoir à bord et que je t'emmène à terre pour toujours? Le pays est affreux, mais je te ferai une vie possible. Elle sera en tout cas moins révoltante que celle que tu mènes sur ces infamies de boucheries à vapeur. Si tu te refuses à demeurer sur cette côte, je te conduirai où il te plaira. Tout pour t'avoir à moi. Réponds vite, oui ou non? C'est non. Je ne puis pas, maintenant. Je reviendrai. Nous en reparlerons quand tu auras réfléchi en mon absence. Mais dis oui tout de suite. Je ne saurais plus à présent me passer de toi. Je te veux tout le temps. Alors, c'est oui, puisque je l'exige, puisque je le fais autant pour toi que pour moi. Mais réponds donc, ne m'exaspère pas. Oui, oui, tout de suite, que je te traîne hors de ce sale bateau. Mais tu es donc sourde, aveugle et folle. Faut-il que je te dise tout? Je suis. Non, ne me dis rien. Je crois que tu as dû me connaître jadis, je m'en doutais. Mais ne me fais pas le chagrin de me dire ton nom. Ne comprends-tu pas que, quel que soit ce nom, je souffrirais de l'apprendre, de le réapprendre plutôt? Allez, va-t'en, va-t'en. Je reviendrai, et alors j'aurai eu le temps de me faire une raison. Je te le promets, j'accepterai tout, après. Tu le jures? Oui, oui, va-t'en. Benigno se trouva près de l'échelle, plus ivre de tristesse et d'espoir que de l'improbe alcool de Lincoln Patagonia Company. Ce fut presque sans le voir qu'il regarda machinalement le spectacle trop connu du pont de Spardec au moment de l'appareillage, avec les boutiques du Rouf qui se fermaient et les indios qui hurlaient les réclamations ou s'en allaient fièrement avec leurs achats. Des pantalons, des cigares, des poules, des bottes, des casseroles, des chapeaux de soie ou des boîtes de conserve. Des veaux beuglaient, des moutons bêlaient en piétinant dans leurs box. Des dames légères de seconde marque et d'entrepont faisaient d'expansifs adieux à de nouveaux amis promptement devenus chers ou invectivaient d'indélicats clients déjà en fuite. Il sauta dans la première lancha venue, qui partit aussitôt en longeant la longue haute coque noire et ventrue. Le Tumakobamba, sous pression, ronflait comme un énorme fourreau,
râlait, vibrait, semblait trembler sur l'eau. Quand il passa près des cabines d'arrière, Benigno Reyes voulut contempler encore, à défaut de Pepa, les murailles de fer qui la contenaient, qui limitaient son actuelle existence, qui lui paraissaient à lui comme embellies de la posséder, comme imprégnées et parfumées d'elle. Et au moment où le gros steamer donnait ses premiers coups d'hélice et faisait mousser bruyamment en épaisse et roulante écume l'eau visqueuse et lourde, déjà plus sombre dans le rapide crépuscule tropical aux enveloppantes gazes d'un bleu violâtre, il aperçut, les traits déjà noyés, mais reconnaissables à la cambrure de son corps d'une grâce unique, Pepa, Pepa Ramos penchée au-dessus de la lisse du couronnement. Elle le guettait donc. Il était enfin quelque chose pour elle. Il lui laissait un regret. Elle reviendrait sûrement et il pourrait, bien tard, la rendre heureuse, la délivrer des humiliants souvenirs d'un passé auquel il ne voulait plus songer. Et dans sa joie presque orgueilleuse, oui vraiment, il se dressa dans la barque, se mit debout en dépit du tangage qui le secouait, lui faisait des jambes de caoutchouc, le menaçait d'une chute ridicule et périlleuse, et, dédaigneux du voisinage, des rameurs grossiers et sûrement ironiques, il cria de toutes ses forces à l'apparition « Hasta luego, Pepa !» comme s'il eût dû la revoir le soir même. Malgré tout ce qui venait de se passer entre eux, c'était la première fois qu'il s'adressait à elle en lui donnant son nom. Il attendit quelques secondes, et la voix de sa querida lui parvint, déjà un peu étouffée, bien que la distance fût encore assez courte. « Adios, adios, Benigno Reyes !»« Adios, Benigno Reyes !» Mais à quel moment avait-elle su qui il était? Sans doute quand il avait été trop tard pour le jeter dehors. Un pressentiment triste dissipa tout son bonheur. Elle avait dit adios. Le mot n'a pas en espagnol un sens aussi cruellement définitif que l'adieu français, mais il prenait une signification très grave, répondant à l'impatiente exagération de son hasta luego. C'était sûr. Elle ne reparaîtrait plus et avait tenu à le lui faire bien comprendre avant son départ. Un instant après, il se rassurait en se figurant qu'elle avait obéi à une sorte de mouvement d'amour, à un désir de rendre la séparation moins longue, fût-ce de 5 minutes, en tâchant d'aller vers lui autant que le lui permettait son emprisonnement sur le steamer, en s'efforçant de le voir encore entre les mailles violettes du crépuscule. Qui l'obligeait à venir avouer qu'elle l'avait reconnu, alors qu'elle affirmait que la présence seule d'un compatriote lui était pénible? Toutefois, Reyes fit une entrée assez mélancolique dans Toboadongo, dont les lampes électriques ne brillaient pas encore. Des spectres d'indios erraient sur le quai, des chiens affamés grondaient. Il y avait comme un mystère menaçant dans l'air funèbrement velouté de nuit. Une brise presque froide soufflait, apportant une odeur de vieux goudron, de suif aigre, de vases, de cordes mouillées, de cucarachas, de bois moisi, des trous à rats. Une pestilence fiévreuse semblait s'éveiller dans l'obscurité. Puis un tramway passa, éclairé comme une énorme lanterne chinoise. Tout à coup, une clarté blafarde jaillit des hauts candélabres, et les ruines habituelles apparurent. Benigno se sentit glacé par l'aspect morne de sa maison, qu'il avait naguère jugée l'une des plus riantes du pays. Il s'effraya de retrouver la déplaisante figure de sa vieille bonne indienne, et fut saisi, pour la première fois de sa vie, d'un véritable accès de rage en découvrant son cheval dans la salle à manger.
Il est bon de dire que cette présence indue était moins sacrilège qu'ailleurs, à Toboandongo, où les portes des écuries ouvraient généralement sur des pièces habitées. Mais cette fois, Benigno ne sut plus se contraindre au plus léger effort d'indulgence pour une incartade usuelle et tolérée dans tout le Sud-Amérique. Il chassa vers son box, non sans l'avoir vigoureusement épousseté à coups de canne, le vénérable Palefroid, qui, plutôt ironique le vieux drôle, le cou allongé vers le plancher, les oreilles tombantes, ses gros naseaux écarquillés, soufflait et bavait dans la bouche béante du sacripant de Péon à tête de vacher. Ce dernier, affalé sur le sol, ivre-mort, tenait encore dans une main une étrie, dans l'autre un verre à moitié plein, dans lequel achevait de se noyer une forte araignée velue et noire. Reyes était si furieux qu'il leva le pied, mais, après une seconde de réflexion, il se contenta d'empoigner Aristobulo, l'indigne palefrenier, et de l'envoyer rouler sur la paille de l'écurie. Cela fait, il claqua les portes et s'enfuit au cercle, plein d'horreur pour la vie qu'il lui fallait reprendre. Ah, dans quelles navrantes circonstances il avait connu si tard sa première heure d'amour complet. Chapitre 6. Péparamos ne revint jamais à Toboadongo. Pendant plus de 2 ans, Reyes s'obstina, sans conserver le moindre espoir, à visiter les uns après les autres tous les Incas and Patagonians qui mouillaient dans l'affligeante rade. Il harassa de questions le personnel de chacun de ces paquebots, devint un objet de crainte pour les pousseurs commissaires et transforma la plupart des majordomos en bêtes fauves acharnées à sa perte. Ils droguèrent son vin, fourbirent ses fourchettes avec de la coloquinte, délayèrent du cirage dans son café. Mais il tint bon, jusqu'au jour où, ayant rencontré à bord de l'Alaguayo son ancienne amie, la Chola Rosa Huerargocha, il parvint à l'emmener à terre en lui promettant des colliers de piastres. Il crut se consoler avec elle pendant 3 mois, au cours desquels la fille de la vallée amazonienne vida ses armoires, l'injuria, le battit, se grisa en compagnie du péon, et scarifia de coups de griffe le visage tanné de la bonne indienne en des luttes journalières. Elle finit par s'enfuir avec un mercanti chinois et plusieurs sacs de butin. Benigno, un instant comme soulagé, et alangui par une mélancolie calmement désespérée, fut bientôt après son départ tourmenté de nouveau par le souvenir de Pépa, qui s'était, pendant les 12 semaines, pour ainsi dire endormi en lui. Il songea encore à réaliser tout ce qu'il possédait et à s'en aller très loin, peut-être à Tenerife, mais au bout de quelques jours de réflexion, ce projet s'évanouit pour ne plus reprendre forme. Il était parfaitement certain de ne pas retrouver sa querida Oganari. Elle avait manifesté avec netteté son intention de se soustraire à jamais aux commentaires de ses bien conveillants compatriotes, et sans Pépa, Tenerife ne serait plus qu'une sorte de cimetière de ses rêves. Ses parents étaient morts à présent, dans la jolie finca dont tout gamin il avait souhaité la possession et qu'il venait de faire acheter pour eux. Que deviendrait-il seul, sous l'ombrage comme endeuillé des fillets et des tamaris, à la musique monotone des rivulets dans les bassins, perdu dans les hauteurs entre la tache bleue lointaine de l'océan miroitant tristement sous un lacis de branches et les cimes brunes qui vont rejoindre le massif du pic. Il ne fréquenterait jamais des gens qui pouvaient, un jour ou l'autre, sans méchanceté, par simple désœuvrement, par pénurie d'idées à exprimer, lui raconter sur Pépa telles anecdotes
que le lent et presque inconscient travail de 2 générations de narrateurs aurait enjolivé de précieuses malpropretés. Or Benigno, comme beaucoup de bons esprits de la bonne moyenne, vite fatigués de passer en vue leurs propres pensées, judicieuses sans doute, mais plus remarquables par leur qualité que par leur quantité, avait horreur de la solitude. Il remit donc son rapatriement aux calendes grecques, se disant que plus tard, à une époque où son chagrin se serait usé par la durée, il se ferait peut-être que la vieillesse menaçante, un affaiblissement de ses facultés intellectuelles, qui savait, pourquoi pas un douvatisme, l'amènerait à vouloir terminer son existence dans le décor où s'était écoulée sa vie d'enfant, à souhaiter de reprendre tout en quelque sorte au point de départ, avant les ennuis, les déceptions et les douleurs. Et alors, il y aurait encore des paquebots pour le retransporter chez lui. En attendant, il était sans doute préférable de tenter un nouvel avatar. Il y songea des semaines et des mois et se vit successivement, dans un laborieux effort d'imagination, marchand de l'art à Chicago, squatter en Australie, colon à Bornéo, approvisionneur de navires en Nouvelle-Guinée, époux acquéreur d'une princesse polynésienne pourvu d'un royaume de quelques 1000 carrés. Cette dernière vision aimanta de nouveau sa pensée vers la fausse héritière des Incas, toujours disponible malgré les cavernes pleines d'or, les mines de rubis, de saphirs, d'émeraudes et de diamants roses, que lui prêtait l'inépuisable et facile générosité toboadongaise. Il n'y avait pas à dire, les parents jetaient un froid, et Benigno reparut dans le salon vert bouteille sans que la petite idole s'en aperçût de façon bien positive. Mais Don Prudencio et Doña Primitiva n'avaient pas facilement pris leur parti de la désertion d'un gendre présomptif aussi enviable et ne s'étaient lassés de le harceler d'attentions gracieuses que le jour où Benigno avait nettement sommé le chef de la brune communauté d'aller faire trembloter ailleurs les vastes et agaçantes ailes de son inamovible chapeau de jipijapa. Ils accueillirent ce retour en pleurant, et leurs larmes ne leur coûtèrent qu'un effort des moins méritoires. Reyes devint la consciente et résolue victime de leur manœuvre matrimoniale. Il en inventa même à leur profit et tomba de l'air le plus innocent que l'on pût rêver dans les panneaux qu'il avait machinés pendant presque tout seul. C'est eux qui l'épousèrent, bien plus que Soledad, parfaitement dédaigneuse des conventions sociales, et aussi émue par son propre mariage que par la mort d'un chat de Perse ou l'accession de Cayetano Borracho, tout botté, au trône de Chamahualcampa. Le lendemain de ces noces trop paisibles, le Tinerfeño savait, à ne pouvoir s'y méprendre, qu'il avait lié sa vie à l'existence purement mécanique d'une sorte de joli automate dont il ne possédait même pas la clé. Jamais Soledad ne le contraria, jamais elle ne lui fit mauvaise figure, ne parlant guère qu'à ses parents et encore. Jamais elle ne lui exprima, directement du moins, ni un souhait personnel, ni une velléité d'opposition. Elle se contentait de le subir avec une exaspérante bonne volonté ennuyée. Elle ne compta bientôt plus pour lui. En revanche, comme Benigno était devenu à peu près indifférent à tout ce qui pouvait lui arriver, après les lamentables dénouements de ces 3 histoires d'amour, il tomba sous la coupe de Doña Primitiva, qu'il finit par craindre et par aimer, comme aiment les chiens battus, parce qu'elle ne le maltraitait pas toujours. Elle se substitua résolument à sa femme, pas en tout par bonheur, bien que les Toboadonguais, ces mauvaises langues, et lui fit connaître, en même temps que les raffinées persécutions de la belle-mère, les sauvages et perpétuels ululements de l'épouse incomprise, réclamatrice, méfiante,
odieuse de brutale jalousie. Dame, puisque Soledad ne voulait pas se défendre, il fallait la protéger malgré elle. Cette consciencieuse mégère le bouscula, l'ahurit, lui imposa des habitudes, le nourrit à sa guise d'après des systèmes Aymara et Quichua, rogna sur son argent de poche, le vêtit selon son goût à elle, le transforma en caricature, en passif et désolé et reconnaissant chien savant, qui faisait le beau pour qu'on le laissât dormir après. Don Prudencio, dont le mutisme devenait presque jovial, maintenant qu'il accumulait ses revenus sans en distraire un quarto, et réalisait même une économie chaque fois qu'il fumait un cigare dit de luxe, ou s'assimilait une copita d'un vitriol supérieur, dispensait à toute la maisonnée d'éblouissants sourires indiens pleins de significations profondes. Son jipijapa finissait par ressembler à l'auréole d'un saint tropical très laid et un peu canaille, mais joyeux en dedans. Il y eut sur la côte de Tapapaka une famille exemplaire. Chapitre 7. Un jour que Benigno, décidé à dire adieu aux affaires, mais enragé de complaire à Donia Primitiva, peu désireuse de laisser des créances en souffrance, avait entrepris le court voyage de Toboadongo, à Iquique à seule fin de réclamer des sommes au dernier de ses débiteurs, il entró, sans trop savoir pourquoi, mais poussé par un instinct dont il ne fut pas le maître, dans le grand bazar national iparisiano de Don Elogio Fuencarral Iberindo Ngarraga. Il connaissait un peu le propriétaire de ce pompeux établissement. Toutefois, le besoin de serrer la main loyale et velue de l'industriel n'était pas assez impérieux en lui pour l'attirer seul vers les étalages de vaisselles à fleurs, de pots de pommade, de ceintures de gymnastique, de lunetterie et de pantoufles pseudo-turques. Don Elogio lui parut bizarre, contraint comme ennuyé de le voir. Priest s'en préoccupa guère, et, pour justifier en quelque sorte sa visite parfaitement inutile, marchanda certains portefeuilles, le seul qui fût noir et de fabrication décente, au milieu d'une grosse de ces vagues marocains. « De vrai, don Benigno !» s'écria le distingué négociant. « Mais c'est une chose merveilleuse !» C'est vous qui me fournissez une transition pour vous parler d'une légère ou d'une vénielle négligence que j'ai à cœur de réparer. Voyez, c'est le seul article de seconde main que renferme mon petit Louvre, si connu dans toutes les Amériques, pour ne vendre que des articles admirablement établis et neufs. Mais ce portefeuille était en si bon état que je n'ai pas cru devoir être assez cruel pour en priver l'un de mes innombrables clients, sous le prétexte qu'il avait servi, si peu sans doute. Regardez, pas une éraillure, et le cuir de première qualité n'est terni nulle part, frais comme l'œil d'un enfant. Et savez-vous que c'est par une interposition de la divine providence que l'objet vous plaît ainsi, tout de suite, à peine entrevu? Car, et la grosse voix gutturale de Don Elogio prit un ton sacerdotellement confidentiel, car, mon cher ami, ce portefeuille vous était vraiment destiné par cette providence à vous seul. Benigno crut le Fuencarral victime d'un subit accès de folie, peut-être dangereuse. Il fouilla dans sa poche à revolver. Mais Don Elogio reprit avec beaucoup de calme, non cependant sans une faible ou très faible nuance d'embarras. Bien, je l'ai acheté, ce portefeuille, au Callao, à l'agence des Patagons, avec tout un lot de robes, de bijoux et autres babioles de l'équipage d'une señora passagère décédée, il y a quelques 6 mois,
entre Guayarville et Païta, sans héritier connu. Oh, j'avais retiré distraitement de ce portefeuille une enveloppe et un paquet de photographies que j'avais placés dans le premier tiroir venu, sans les regarder. Mais voici peu de semaines de cela, cherchant un jour une vieille facture ou un compte de frais, j'ai remis la main sur l'enveloppe, et quelle n'a pas été ma stupéfaction en la trouvant adressée à Don Benigno Reyes de Tomoadongo. Oh, j'aurais dû vous l'envoyer immédiatement, mais j'ai craint, ou plutôt je me suis dit, oh, Don Benigno ne sera pas sans nous favoriser de l'une de ses bienvenues et flatteuses visites avant qu'il soit longtemps. Et j'ai attendu. Attendez, je vais vous chercher l'enveloppe et le paquet de portraits. Développant un papier de soie, Reyes découvrit une dizaine de portraits de Pepa Ramos, tels qu'il l'avait vus à leur dernière et inoubliable rencontre. Puis, tout angoissé, il ouvrit l'enveloppe qui portait son nom et son adresse. Elle renfermait une autre photographie de Pepa, mais de Pepa à 16 ans, de la Nina qui lui avait si cruellement ri au nez par un soir rose là-bas à Tenerife. Il retourna la carte. Rien, pas un mot d'écrit. Qu'avait-il désiré lire là? Et il s'absorba dans la contemplation des traits adorables de celle qui avait empoisonné sa vie, inconscient de la curiosité de Fuencarral y Merino Garaga. Brusquement, il s'imagina que le portrait s'animait. Un rire joli et féroce distendit la bouche exquise, le rire du soir détesté. Les mignonnes dents apparurent lumineusement blanches, mais la face s'émacia, les joues se creusèrent, les yeux s'éteignirent, puis se fermèrent, et Benigno le plus en face de lui qu'un beau visage de morte un peu défiguré par un rictus douloureux. Quand Don Elogio lui eut suffisamment bassiné les tempes de vinaigre et d'alcool, Reyes se leva d'un bond et voulut s'enfuir dans la rue avec le portefeuille et les portraits. Il allait dépasser le seuil du grand bazar quand la voix de Fuencarral s'éleva, psalmodiant d'un ton de plaintif reproche. « Hombre, le porte-carte vaut 3 pesos. » Benigno revint sur ses pas. « Elle est rétratoise, voyons. Oh, je ne veux pas surfaire. Disons 3 autres pesos. Les éminentissimes photographes de Lima ou de Santiago de Chili ne livrent jamais la douzaine à moins de 3 piastres fortes. J'y perds. Mais qui ne ferait un sacrifice pour vous obliger. Alors, nous dirons en tout 7 pesos, les cartes étant dorées sur tranche. » C'est trop juste, ricana le Tinerfeño, qui paya et courut se réfugier à l'hôtel, qu'il ne quitta plus jusqu'au départ du vapeur chilien. Il ne voulait de sa vie remettre le pied sur un Patagon. Sa gratitude pour les sévères gâteries de Doña Primitiva grandit encore, et son chagrin summa bientôt en abrutissement. Il battit, d'abord par ordre, puis pour son propre plaisir, les gamins à face de sous-nœuds qui disloquaient la sonnette, s'intéressa aux légendes quichuas de sa belle-mère, but du pisco, voire de la chicha avec elle, l'aida bientôt à perpétrer de hideux travaux, prétendus artistiques, où des plumes multicolores se combinaient avec des graines desséchées, des perles de verre, de petits coquillages, et même avec des écailles nacrées et translucides provenant de certains poissons rares et hauts cotés. À le voir si raisonnable, Soledad le prit jusqu'à un certain point en affection, peut-être un peu tard. Il ne sortait presque plus, et dans la pénombre d'une grande pièce nue où le soleil n'entrait que sous forme de minces nappes jaunes tombantes, pulvérulentes d'atomes glissant des interstices des jalousies,
s'étiola doucement entre les éternels vieillards et la sournoise petite idole, toujours occupée de minutieuses et niaises besognes. Il en vint à oublier l'espagnol, à ne plus employer en d'interminables bavardages pleins d'étrangetés saugrenues que le dialecte quichua, cher à sa belle-mère, s'imprégna du sens occulte de tels contes de l'autre monde, où des dieux de cuivre rouge aux chevelures d'astres, aux claquantes ailes de bêtes antédiluviennes, tourmentent avec une profonde et naïve méchanceté d'inquiétants microcéphales ahuris de frayeur, et finit par ressembler grotesquement au souriant placide et grimaçant Don Prudencio, ce dont les deux femmes lui furent reconnaissantes comme d'une preuve d'amitié. Que ce fût lente infiltration des trois âmes qui cernaient la sienne, ou atavisme de vieille Atlante, plus vieux que les Guanches et secrètement apparenté aux races brunes de l'hémisphère occidental, il éprouva de plus en plus le bizarre et obscure impression de sentir s'éveiller au fond de son être une nature mystérieusement indienne. Il se complut en de longues songeries fantasques, dont il n'eut plus bientôt aucune honte, entrevit des soleils qui parlaient, faisaient des boues sauvages en débitant des prédictions horribles et sibyllines, chevaucha des vautours d'or qui l'emportaient vers des cieux aveuglants, tout flaves, mais tout rouges aussi du sang de quelles hécatombes, s'anéantit à demi en des océans de lumière trop forte, trop glorieusement stupéfiante. Par les après-midi brûlants où l'âcre souffle du port le suffoquait, l'empoisonnait d'une haleine de peste, il rêva aux fraîcheurs ombreuses des nécropoles des hauts plateaux baignés d'un air si violemment bleu que les crépuscules même des voûtes souterraines se teintent de sombres saphirs, se fit ridiculement et béatement accroupi dans une grande jarre funéraire, comme les bienheureuses momies du Cajamarca et des Huaraz qui sourient depuis 30 siècles. Et aux rares moments où lui revenait un peu de claire conscience, il comprenait, le cœur serré, que le jour où, sur l'océan glauque, lui était, de façon si troublante et pour l'unique fois, réapparue sa côte natale, lui annonçant l'approche de l'aimé de ses jeunes années, avait été le jour de ses adieux à la terre, à sa race, peut-être même à sa propre personnalité.